Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Samuel Gambok et Jean-François Gandikumbi. Et tout de suite dans l'actualité économique, le Cameroun prévoit de créer 10 nouvelles unités de traitement du cacao. Le pays souhaite porter ses capacités de transformation à 30% de sa production, soit 70 000 tonnes par an. Christelle Dayabaya. Le Cameroun prévoit de doubler sa capacité annuelle de transformation de cacao. Les autorités veulent parvenir à transformer localement près de 70 000 tonnes de fèves, soit environ 30% de la production totale. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur l'implantation de 10 nouvelles unités de transformation. Le projet nécessitera un investissement de 3,2 milliards de francs CFA et permettra de transformer 36 000 tonnes de fèves en beurre et poudre de cacao, ce qui, à terme, permettra de générer plus de revenus au pays. Malgré la diversification de ses produits d'exportation, la première ressource de la République du Cameroun reste le cacao. Les 10 nouvelles unités de production porteront à 13 le nombre total des compagnies dans le secteur de la transformation. Le Cameroun a un rôle limité dans la chaîne de valeur mondiale, contrairement à un pays de taille équivalente comme la Côte d'Ivoire. Et donc cette ambition va justement contribuer à transformer, d'après le gouvernement camerounais, à transformer près de 70 000 tonnes de fèves. Donc c'est une ambition qui est totalement justifiée au niveau du gouvernement. Cela permettra certainement d'accroître les revenus du pays, mais aussi de dynamiser le secteur. Les 10 usines vont certainement rejoindre des usines traditionnelles que l'on connaît au Cameroun. Donc c'est une très bonne nouvelle si cette ambition est réalisée. En 2014, le pays avait produit 209 905 tonnes de cacao, mais n'en avait transformé que 32 700 tonnes. S'inspirant de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les autorités comptent s'appuyer sur des prélèvements à l'exportation pour financer le programme de relance des filières cacao-café, dont l'objectif à l'horizon 2020 est de produire 600 000 tonnes de cacao par an. Jean-Marie, la transformation, c'est encore quelque chose qui fait défaut à la filière du cacao au Cameroun? C'est quelque chose, c'est vrai que ça fait depuis longtemps que le Cameroun fait de la transformation du cacao sur place, mais elle ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire l'économie camerounaise, étant donné que c'est notre première matière première, à chaque fois nous parlons sur ce plateau de diversification et tout ce qui s'ensuit. Le Cameroun, moi il me souviens que quand j'étais enfant, on fabriquait déjà du chocolat au Cameroun. Mais sauf que, comment dirais-je, quand on installe ces petites unités-là, on ne pense jamais, comment dirais-je, à les agrandir, à les industrialiser. Je reprendrai plus ou moins ce que Alfred pointe toujours sur ce plateau-là. Quand on parle d'industrialisation, les gens ont l'air sur place, c'est-à-dire de croire que quand on parle d'industrialisation, c'est tout simplement donner l'activité aux firmes multinationales. Non, ça dépend des stratégies et des politiques, si vous voulez, d'industrialisation qui sont mises en place par les États. Au Cameroun, sur ce point de vue-là, je me dis que sur le cadre juridique est relativement bien ficelé parce que quand il y a des investisseurs qui arrivent au Cameroun, l'État camerounais, j'espère bien que ça a été prorogé, c'est-à-dire ces conditionnalités-là conditionnent que, si vous voulez, les Camerounais aient la majorité du capital dans le capital de l'entreprise. Donc c'est une bonne chose, cette industrialisation-là est nécessaire parce qu'elle nous permet la plus-value dont Samuel parlait dans le reportage. Ça permet, si vous voulez, sur la filière de production du cacao, d'augmenter la plus-value que nous avons puisque nous transformons sur place. Déjà, le premier avantage est le suivant, c'est que ça nous permet d'approvisionner nos marchés internes et non plus être dépendants du chocolat qui vient de l'extérieur. On nous parle souvent, comment dirais-je, du système libéral. Le système libéral ne veut pas dire qu'on laisse son marché ouvert. Donc cette transformation-là est la bienvenue dans nos économies parce qu'elle contribue à augmenter la chaîne, c'est-à-dire la chaîne de valeur, à la valoriser à un niveau supérieur parce qu'on transforme sur place et ça permet au niveau approvisionnement qu'on puisse approvisionner, même si au départ on marque souvent que vous voyez les produits qui sont faits chez nous sont de mauvaise qualité, ainsi de suite. Non. La Chine a commencé comment? Au départ, les Chinois, y compris même les Japonais, c'est-à-dire on disait les chinoiseries et tout ce qui s'ensuit, mais on oublie une chose, on parle de la recherche scientifique ici. Là, ça voudrait dire quoi? C'est quelque chose qui se perfectionne dans le temps. Et la recherche scientifique, c'est quelque chose qui joue sur un temps long. Donc, dès cet instant-là, le fait que nos pays se lancent, parce que là, le Cameroun se lance pratiquement sur la même dynamique que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris pratiquement les mêmes décisions, puisque ce sont des pays qui font partie des premiers producteurs mondiaux de cacao.
jouons sur nos avantages, prenons nos avantages comparatifs et transformons-les en avantages compétitifs par rapport aux secteurs dans lesquels nous sommes les plus forts. Jean-François, vous êtes d'accord, la transformation peut faire toute la différence, c'est une réelle plus-value? Je suis totalement d'accord avec Jean-Marie, et puisque vous me donnez la parole et qu'il faut que j'ajoute quelque chose, j'ajouterai simplement que ce qui manque dans nos pays, c'est une réflexion qui permette de conjuguer tous les facteurs, et Jean-Marie l'a déjà dit, mais j'y insiste, il y a un lien entre notre précédent sujet, le sujet de dossier, et ce sujet-ci. Parce que pour pouvoir construire l'avenir, pour pouvoir agrandir, etc., il faut investir notamment sur la recherche scientifique, de manière à ce que la transformation, qui est ici une transformation primaire, il faut en avoir conscience, que demain, elle gagne en valeur, et pour gagner en valeur, c'est pas sorcier, il faut qu'il y ait des chercheurs qui, pendant des années, et qu'on accepte de financer cela, et pour que le cacao, en tout cas les produits issus du cacao camerounais, demain, deviennent compétitifs, voire même qu'ils mettent sur le marché des produits innovants. Et ça se travaille, et ça se réfléchit en amont. Il ne suffit pas simplement de mettre de l'argent pour créer des nouvelles unités de production. Il faut investir dans la recherche-développement, dans la recherche appliquée, voire même en amont, dans la recherche fondamentale qui produira des effets dans 10 ans, dans 20 ans. Mais il faut avoir des stratégies réfléchies, intelligentes et construites. Samuel, rapidement, on vous a entendu dans le reportage sur ces unités de transformation, mais les autorités, pour assurer ce financement, comptent s'appuyer sur des prélèvements à l'exportation. Est-ce que c'est une bonne solution de financement? Le prélèvement, ça pourrait être une solution si la conjoncture économique nationale et internationale reste stable. Maintenant, est-ce que cette ambition va se réaliser? Je pense que oui. Le gouvernement a pris beaucoup de retard pour dynamiser ce secteur et notamment cette filière. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement se penche à nouveau sur cette filière qui a pourtant contribué dans les années 70-80 à la diversification de l'économie camerounaise. Car quand on parlait de diversification et de modernisation de l'économie camerounaise, dans les années 1970, c'est justement parce qu'il y avait ce pôle agricole et notamment la filière cacao qui jouait un rôle déterminant au niveau de l'économie nationale. Merci messieurs. Dans l'actualité également, le Sénégal doit réagir rapidement pour maintenir sa croissance. Le pays fait en effet face à la hausse du cours du dollar d'un côté et à la baisse du tourisme de l'autre, deux facteurs qui agissent comme des freins pour son économie. Idelette Mirabel-Bissou. La hausse du cours du dollar sur le marché international et la baisse du tourisme au Sénégal, due au virus Ebola, ont contribué à freiner l'économie du pays. Avec un PIB de 4,4% en 2014, le Sénégal s'emploie à relancer son économie. Objectif, doubler le taux de croissance économique au cours de la prochaine décennie. La chute du baril du pétrole de 60% depuis juin 2014 amène les États à repenser leur modèle économique. Nous avons beaucoup plus d'importations que d'exportations et ces importations sont livrées en dollars. L'un des produits les plus importants, c'est le pétrole. Pour les pays non producteurs comme le Sénégal, ce qui fait que la baisse importante du baril a été atténuée par le renchérissement du dollar. Ça a vraiment limité les impacts positifs sur nos économies. Au Sénégal, les importations des biens ont connu une baisse de 31,8% en janvier 2015. Le virus Ebola a également eu un impact sur l'économie. Le tourisme d'affaires, en hausse ces dernières années à Dakar, est en constante régression. Les annulations des réservations d'hôtels depuis septembre 2014 se sont traduites par un manque à gagner de 800 millions de francs CFA seulement dans la capitale. Ebola a causé d'importantes conséquences très négatives sur les économies africaines. Non seulement les pays touchés, mais même les nôtres ont eu des conséquences extrêmement négatives, notamment dans le secteur du tourisme. Nous sommes en train d'évaluer ces conséquences et des mesures sont en cours pour accompagner le secteur touristique dans ce cadre. Le tourisme contribue à hauteur de 6,8% au produit intérieur brut. Par ailleurs, le secteur génère 75 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects. À cela s'ajoutent 41,6% de recettes fiscales directes et indirectes. Jean-François, suite aux chiffres de la baisse du tourisme, le président Macky Sall a émis l'hypothèse de revenir sur sa décision, en tout cas sur la mesure de réciprocité des visas. Est-ce que finalement c'était une mauvaise mesure ?
Je ne sais pas si c'était une mauvaise mesure. Tout dépend de quel point de vue on se situe. C'était une mesure essentiellement politique et symbolique. Il s'agissait pour lui, au moment où il avait imposé le visa pour venir au Sénégal, c'était pour marquer la souveraineté de son pays et marquer que dans tous les pays, la réciprocité joue avec tous les pays. Ceux qui exigent un visa, on impose le visa. Donc, de ce point de vue-là, c'était une décision qui pouvait être saluée. Simplement, dans un pays comme le Sénégal, où l'économie, les sources d'enrichissement ne sont pas si nombreux que cela, où on sait le poids que le tourisme a dans l'économie nationale, évidemment, ça a eu des conséquences assez fâcheuses. Le président, dans son interview, évoque essentiellement Ebola, mais il y a aussi la conséquence directe de cette décision-là, qui a fait que le tourisme a chuté, même bien avant Ebola. Il a commencé à chuter bien avant Ebola. Enfin, la pointe de la crise. Voilà, maintenant, on en revient toujours aux mêmes choses. Il est important que nos économies se diversifient, qu'ils ne reposent pas sur un seul pied, qu'ils ne reposent pas sur un seul pilier. Mais voilà. J'espère que ces décisions-là produiront un effet rapide. Je doute fort lorsque des mesures de ce type ont affecté le lien économique ou voire même la circulation, que les effets soient immédiats lorsqu'on décide. On n'inverse pas la vapeur comme ça, aussi facilement. En matière économique, mais Jean-Marie nous le dira mieux que moi, on n'inverse pas la vapeur ainsi aussi rapidement. Les décisions sont vite prises, mais les conséquences peuvent être durables, malheureusement. Alors Jean-Marie, la baisse du tourisme, ça va entraîner de graves conséquences pour l'économie du Sénégal ? Puisque, si vous voulez, c'est l'activité principale du Sénégal aujourd'hui. Il est vrai que le Sénégal produit un peu de phosphate et tout ce qui s'ensuit. Mais les recettes extérieures du Sénégal viennent principalement du tourisme. En dehors de ça, donc, c'est ce que nous disons souvent sur ce plateau. Ça voudrait dire quoi, Fanny? Il faut que nos chefs d'État, quand vous prenez des stratégies économiques que vous mettez en place, ces stratégies économiques-là doivent prendre en compte toutes les interrelations qu'il y a avec tous les secteurs. Il ne s'agit pas de prendre une décision économique, comme Jean-François l'a souligné tout à l'heure, pour parler de la souveraineté d'un État. Ça sert à quoi la souveraineté d'un État si, comment dirais-je, la population de cet État-là n'a pas les moyens nécessaires? Et ces moyens nécessaires-là étant apportés par les recettes extérieures des touristes, moi, peut-être il n'a pas voulu se prononcer dessus, moi je dirais personnellement que c'est une mauvaise décision qui a été prise. Ce n'était pas une décision à prendre tout simplement pour brandir la souveraineté d'un État. Donc maintenant, le Sénégal est obligé maintenant de repartir, c'est-à-dire de plus bas. Tout simplement pourquoi? Parce que ces recettes d'exportation-là qui sont perdues, là, c'est-à-dire on ne va pas les récupérer le lendemain, les recettes que les touristes apportaient vis-à-vis de ça. Même si on nous dit aujourd'hui que le visa a été supprimé, mais ce n'est pas, comme Jean-François le soulignait tout à l'heure aussi bien, il n'a pas besoin d'être économiste, le soulignait tout à l'heure, c'est que dans la dynamique économique, les actions qui sont posées aujourd'hui, c'est-à-dire ne portent pas leurs fruits là immédiatement. Ce sont des actions, il faut attendre un certain temps. Et il y a d'autres paramètres, d'autres variables qui viennent se surajouter, qui complexifient encore beaucoup plus la situation. Donc, de mon point de vue, j'espère bien que le président Macky Sall, le fait qu'il revienne sur cette décision-là, va lui donner des marges de manœuvre. Samuel, une réaction rapide sur la possible suppression du visa? Oui, je pense que c'est une décision qui a eu de lourdes conséquences sur la relance de l'économie, parce qu'il faut quand même souligner que quand Macky Sall arrive, il entame une série de réformes pour dynamiser justement l'économie. Et malheureusement, Ebola a mené à prendre des décisions qui se sont révélées moins productives que cela ne pourrait se laisser entendre. Il a privilégié la sécurité à l'économie, il a privilégié la sécurité au tourisme qui est le poumon de l'économie nationale. Donc je pense que oui, avec peut-être la relance, le Sénégal va retrouver le chemin de l'activité économique souhaitée. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacrée à la recherche scientifique en Afrique. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Fanny et bonsoir à toutes et tous. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Samuel, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.